Bienvenue dans le débat. La guerre au Moyen-Orient s'installe-t-elle dans la durée ? Aux États-Unis, les députés ordonnent à Trump d'arrêter ce conflit. Ils ont voté une résolution alors que la Chambre est à majorité républicaine. Cette résolution symbolique n'en reste pas moins un revers pour le président américain. Trump qui a affirmé de son côté qu'il souhaitait rencontrer le guide suprême, Mojtaba Khamenei, et que les négociations pourraient aboutir ce week-end. Le guide suprême iranien estime quant à lui, dans une déclaration écrite, que les États-Unis et Israël cherchent à diviser la nation iranienne. En attendant, et malgré l'annonce d'un cessez-le-feu sous condition entre Israël et le Liban, l'armée israélienne poursuit ses frappes et ses opérations sur le terrain et se maintient dans la zone de sécurité. Le chef du Hezbollah rejette quant à lui le cessez-le-feu et appelle le Liban à, je cite, arrêter la mascarade et l'humiliation des négociations avec Israël. La guerre au Moyen-Orient s'installe-t-elle dans la durée malgré les cessez-le-feu et peut-être à cause des cessez-le-feu à répétition? Quel est l'impact du vote à la Chambre des représentants d'une résolution censée bloquer Trump dans sa poursuite de la guerre? Quelles leçons finalement à tirer de cette guerre et plus généralement des guerres en 2026? On va poser ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir Joséphine Staron avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes docteur en philosophie et analyste géopolitique. Bienvenue à vous. Karim-Émile Bittard est avec nous ce soir. Bonsoir. Enseignant à Sciences Po, professeur à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Merci d'être là. Richard Verly est avec nous. Bonsoir Richard, Stéphanie. Correspondant pour le quotidien suisse Blick. Auteur de cette Amérique qui nous déteste aux éditions Nevicata. Patrice Paoli est avec nous ce soir. Bonsoir, ancien diplomate, ancien porte-parole du gouvernement français en langue arabe, ancien ambassadeur de France au Koweït, aux Émirats arabes unis et au Liban. Merci de participer à ce débat. J'espère que vous nous entendez. Un cessez-le-feu sous condition. Oui, j'entends. Merci. Merci beaucoup. Un cessez-le-feu sous condition donc entre Israël et le Liban et un Donald Trump qui affirme que les négociations avec l'Iran pourraient même aboutir ce week-end. On fait un point en images. D'abord avec Julie Dubois. À peine entré en vigueur et déjà remis en cause. L'accord de cessez-le-feu négocié à Washington entre Israël et le Liban a été rejeté par le Hezbollah. C'est ce qu'annonce ce jeudi le chef de la formation pro-iranienne dans un message diffusé par la chaîne de son parti. Nous appelons les responsables à mettre un terme à la mascarade et à l'humiliation que l'on appelle les négociations directes. Le cessez-le-feu doit être global, sans distinction entre le sud et le reste du Liban, et sans liberté de tuer pour l'ennemi au Liban. Tant que l'occupation persistera, la résistance se poursuivra. La trêve entre les deux pays, en vigueur depuis le 17 avril, avait été prolongée à deux conditions: l'arrêt complet des tirs du Hezbollah et l'évacuation des combattants du mouvement chiite de la zone située au sud du fleuve Litani. L'accord avait suscité beaucoup d'espoir côté libanais, mais ce jeudi encore, des colonnes de fumée étaient visibles dans le sud Liban après des bombardements israéliens. Le système de défense israélien a de son côté intercepté des roquettes tirées par le Hezbollah. Malgré le rejet du cessez-le-feu par le mouvement pro-iranien, le Premier ministre libanais a annoncé que l'armée libanaise allait commencer à se déployer dans des zones pilotes du sud Liban. Un sujet de Julien Dubois. Karim-Émile Bittard, ces nouveaux pourparlers qui, a priori, sont prévus entre Israël et le Liban, à nouveau à partir du 22 juin. Et pourtant, Israël frappe toujours dans le sud. On a vu la réaction du Hezbollah qui n'accepte pas ce cessez-le-feu. Il y a eu un casque bleu de tués. Et il y a aussi ces zones pilotes, puisque l'armée libanaise a annoncé aujourd'hui, par la voix du Premier ministre libanais, qu'elles allaient commencer à être déployées dans ces zones pilotes. En fait, de quoi parle-t-on là ? D'une guerre, on parle d'une guerre à faible intensité, avec cessez-le-feu, mais en même temps, ça continue. Il y a des jours où ça dépasse la faible intensité, où on a le sentiment qu'on est dans une guerre totale, des menaces d'évacuation, des menaces de frappe sur la capitale, etc. Et en parallèle, il y a ce processus diplomatique à Washington. Le Liban s'est fait un peu mettre sous pression par les Américains. C'est initialement le Liban qui avait proposé ces négociations directes. Netanyahou avait fait la sourde oreille. Mais après que le Liban ait été exclu du cessez-le-feu négocié à Islamabad, alors qu'il avait initialement été inclus
conclu, Trump a demandé aux Israéliens d'entrer dans ce processus de négociation. Mais côté israélien, il n'y a pas véritablement une volonté de cesser le feu et négocier sous le feu, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc cette hypothèse des zones pilotes est une astuce qui a été mise en avant, qui peut faire sens parce que ça permet de progressivement restaurer l'autorité de l'État dans certains villages, de permettre éventuellement dans le sud du Liban, de permettre éventuellement aux habitants d'y retourner, ce qui donnerait un incitatif si Israël tient parole et se retire de ces quelques îlots. Ça pourrait progressivement enclencher un cercle qui permettrait qu'une partie des réfugiés revienne dans le sud. Mais je suis assez sceptique sur le fait qu'Israël se retirera, du moins pas dans ce qu'on appelle la zone tampon, ce qui est une expression un peu problématique parce que c'est quand même plusieurs centaines de milliers de personnes. On entend plutôt côté israélien des déclarations qui parlent d'occupation permanente jusqu'au fleuve Litanie, voire d'annexion, voire chez certains ministres extrémistes de colonisation. Donc le climat n'est pas très propice à des négociations sérieuses parce qu'il y a une année électorale en Israël et qu'au Liban, le Hezbollah a opposé une fin de non-recevoir 15 minutes après la publication de cet accord cadre. Donc on est tout de même dans une drôle de guerre, Richard Verly. Il y a eu ce coup de fil dont on a beaucoup parlé entre Netanyahou et Donald Trump, qui a eu pour conséquence l'arrêt d'un raid aérien israélien dans la banlieue sud de Beyrouth. Le président américain a voulu dire à Netanyahou que c'était lui le chef, mais au final, est-ce qu'il parvient à séparer le deal entre l'Iran et les États-Unis de celui du Liban? Les deux grandes difficultés, comme cela vient d'être dit, la première, c'est la parole d'Israël. C'est-à-dire, est-ce que Israël, à partir du moment où l'État hébreu s'engagerait sur ces zones pilotes, est-ce que le lendemain, le surlendemain, parce qu'il y aura eu une frappe du Hezbollah, il n'y aura pas une reprise des hostilités? Et dans ce cas, ça met le gouvernement libanais dans une position impossible, puisque ça discrédite complètement les pourparlers qu'il est en train de mener. Et puis l'autre grande question, évidemment, c'est le Hezbollah, dont on voit qu'il reste le bras armé de l'Iran, et que pour Téhéran, comme pour le Hezbollah, il est hors de question que les discussions en cours les séparent. Alors pour le Hezbollah, on le comprend, c'est une question de survie, ni plus ni moins. Pour l'Iran, c'est un moyen que le gouvernement de Téhéran a pour faire pression quand même sur les États-Unis et indirectement sur Netanyahou. Absolument. Avec ce coup de fil. Sachant qu'il y a d'autres proxys, on le voit avec les milices chiites en Irak qui continuent de fonctionner. Donc cette idée que l'Iran devait couper ses liens avec les proxys, on voit bien que ça ne marche pas, en tout cas qu'on n'y est absolument pas. Joséphine Staron, comment vous la qualifiez, vous, cette guerre, vous qui êtes une philosophe sur le plateau? C'est une grande question, merci de me la poser. C'est compliqué aujourd'hui parce que, alors, cette guerre spécifique-là, elle ne s'est jamais arrêtée. Ça fait des décennies, en fait, qu'on a une guerre qui irrigue cette région. Maintenant, ce qui s'est passé depuis le mois de février avec l'Iran, c'est autre chose. C'est une reprise de cette guerre, finalement, qui est concentrée autour d'Israël, à travers un commanditaire qu'est l'Iran, de tous ses proxys. Et avec les États-Unis, qui ont des buts de guerre assez flou, et aujourd'hui qui sont dans une position très différente de celle d'Israël. Parce que les États-Unis et Donald Trump veulent se retirer, veulent arrêter, ont fait une erreur d'appréciation majeure de la capacité de résistance de l'Iran et de leur propre capacité à maîtriser le régime. Et donc aujourd'hui veulent sortir de cette guerre. Pour Israël, ce n'est pas possible parce que c'est une question existentielle. Donc on est dans, bien évidemment, cette guerre sans fin puisqu'on n'a rien réglé entre Israël et le Liban, entre Israël et la Palestine, entre Israël et l'Iran. Et finalement, on n'a fait qu'avec cette intervention américaine, je dirais, concentrer davantage encore les ressentiments, probablement sur des générations et des générations, aussi bien du côté israélien que du côté libanais, palestinien, iranien. Guerre sans fin, Patrice Paoli. Vous seriez d'accord avec le terme? Pourquoi, vous qui avez été ambassadeur au Koweït, pourquoi le Koweït et le Bahreïn aussi, pourquoi sont-ils devenus des cibles privilégiées de l'Iran?
D'abord, je pense que ça avait été, les risques avaient été annoncés et évalués, je crois, assez clairement avant que la guerre ne soit déclenchée. Donc, que les Américains aient considéré, ou que les voisins de l'Iran aient considéré comme une surprise le fait d'être pris dans un engrenage qu'ils ne maîtrisent pas, était attendu. Donc, les Iraniens ne pouvaient pas frapper sans doute directement les Américains. Ils frappent les alliés des Américains partout où il y a des bases américaines. Il y en a un peu partout dans le Golfe, au Koweït, au Qatar, aux Émirats arabes unis. Et je pense que c'était une riposte annoncée par les Iraniens. Mais je voudrais revenir sur ce qui a été dit avant par les trois intervenants. Je partage assez largement ce qui a été dit et j'aimerais partager le très relatif optimisme de Karim Bitar en ce qui concerne la possibilité de progresser par ces négociations entre Israël et le Liban. Mais je crois qu'on ne peut pas dissocier ce qui se passe au Liban de ce qui se passe à Gaza, en Cisjordanie, en Syrie, où il y a un cessez-le-feu normalement en vigueur à Gaza qui n'est pas respecté. On assiste à une reprise de contrôle du territoire palestinien par l'armée israélienne. En Cisjordanie, on a une politique débridée de colonisation et une carte blanche laissée aux colons pour attaquer les populations civiles palestiniennes, les empêcher d'aller à l'école, détruire, etc. En Syrie, on a aussi une expansion territoriale progressive, un grignotage israélien, et on a maintenant une zone d'exclusion au Liban qui ressemble beaucoup à ce qui s'est passé à Gaza, avec une destruction systématique de villages, le vidage, si j'ose dire, de la population, l'expulsion de la population de certaines zones entières. Donc, je ne vois pas où est la volonté de négocier. Alors, bien entendu, les Libanais ne sont pas face à Israël seulement, mais pris en étau entre, d'une part, le Hezbollah, d'autre part, Israël. Mais je ne vois pas très bien, comme disait Karim Bitar tout à l'heure, où est la volonté israélienne de négocier d'une manière générale. Le fait que Trump, dont les objectifs ne sont pas très clairs, soit en désaccord avec Netanyahou, n'a pour l'instant pas eu grand effet sur le terrain. Voilà. Donc, je pense qu'on est dans une spirale non maîtrisée. Et dans le Golfe, pour revenir à votre question, les Iraniens frapperont, comme ils l'ont fait dans le Golfe, pour riposter à leur façon, et comme ils l'avaient annoncé, prenant en otage un certain nombre d'alliés des États-Unis. On voit bien que Donald Trump est déterminant finalement dans toute cette équation, Karim Bitar. Non seulement il est déterminant, mais c'est le seul capable de restreindre Israël, de forcer Israël à montrer un peu plus de retenue, à mettre un terme à cette occupation ou à accepter un cessez-le-feu pour le Liban. Mais tous les commentaires d'ailleurs autour de ce coup de fil d'ailleurs l'ont un peu montré. Mais alors justement, on va voir ce qui s'est passé d'un point de vue politique intérieur aux États-Unis dans la nuit, puisque 4 républicains ont voté cette résolution qui en fait souhaite la fin de la guerre, le retrait des troupes américaines en Iran. 4 républicains donc qui l'ont voté, c'est un peu une première. Et puis ils reflètent, ces républicains, le sentiment, ce que dit une partie de la base MAGA de Donald Trump. On va justement écouter 3 personnalités de la nébuleuse MAGA qui se sont exprimées juste après l'adoption de cette résolution donc anti-guerre par la Chambre des représentants aux États-Unis. Il nous avait promis plus de guerres interminables, plus d'implications dans les conflits au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est exactement le contraire. Tout ça est arrivé parce qu'Israël souhaite que ça arrive. C'est avant tout la guerre d'Israël. La majorité des Américains ont une vision plutôt isolationniste. Ils ne veulent pas de cette guerre, ni de guerre tout court. Et ils ne voient pas pourquoi les États-Unis devraient faire ce qu'Israël veut au Moyen-Orient. Richard, alors ce sont des podcasteurs très connus de la sphère MAGA, mais vraiment anti-guerre. Est-ce que c'est un coup, tout de même un revers pour Donald Trump, même s'il faut le rappeler qu'elle n'est pas contraignante, cette résolution, et que lui a toujours un droit de veto. Mais c'est quand même la première fois qu'il y a un vote qui s'exprime du côté des députés américains contre la guerre. Oui, alors je ne parlerai pas de revers, mais effectivement, c'est un signe inquiétant parce que pour la première fois par ailleurs, un candidat trumpiste aux primaires républicaines a perdu dans l'Iowa. Alors que jusqu'à présent, vous savez que le mode de désignation des candidats aux États-Unis, il y a toujours une primaire, même si vous êtes sortant. Eh bien, les candidats trumpistes au sein du Parti républicain, jusqu'à présent, parvenaient toujours en tête, donc à emporter la nomination. Ce qui permettait à Trump de garder, je dirais, sous sa férule, le parti. Eh bien, dans l'Iowa, ça a commencé
a raté puisque le Trumpiste a été battu. Il y a ces 4 parlementaires qui ont voté cette résolution et puis globalement, il y a dans la population américaine un énorme problème pour Israël, c'est que désormais, Israël est impopulaire aux États-Unis et ça, c'est tout à fait nouveau. La cause palestinienne, on savait qu'elle avait enflammé les campus aux États-Unis mais aussi en Europe, mais bien au-delà maintenant, Israël a mauvaise réputation aux États-Unis. Benjamin Netanyahou est considéré comme celui qui a mis Trump dans une guerre impossible. Et quand ces influenceurs, le plus important d'entre eux étant incontestablement Tucker Carlson, un petit mot quand même sur Candace Owens, c'est la dame qui dit que Brigitte Macron est un homme, ne l'oublions pas. Eh bien, Tucker Carlson, il dit carrément c'est la guerre d'Israël. Or, Tucker Carlson, dit-on, nourrit quelques ambitions pour la prochaine campagne présidentielle. Karim Bitar. Et puis, il y a tout de même des faucons aussi, côté républicain. Il ne faut pas les oublier, qui, eux, au contraire, sont très pro-guerre. Il faudrait même que les États-Unis débarquent avec leurs troupes sur place. Donc, faucons d'un côté, des anti-guerres de l'autre. Et Trump il a affirmé aujourd'hui que finalement, un cessez-le-feu, c'était quand on tire de manière plus modérée. Voilà ce que dit Donald Trump sur le cessez-le-feu. Donc, il reconnaît, en fait, cette espèce de guerre à basse intensité en disant, voilà, le cessez-le-feu, c'est quand on tire de manière plus modérée. Donc ça a l'air de le satisfaire finalement. Oui, c'est un nouveau chapitre à écrire. Ça fait sourire, mais c'est vrai que politique dans les académies militaires sur la définition d'un cessez-le-feu. Mais ce que vous avez dit est vrai. Il y a un courant radical aux États-Unis, le courant néoconservateur, les Lindsey Graham, les Mike Pompeo, certains qui voudraient continuer cette guerre contre l'Iran, qui refuse l'idée de négociation, qui déjà accusait Ronald Reagan de faire de l'appeasement quand il discutait avec Gorbatchev des accords de désarmement. Mais ils ont été très influents à Washington DC. Ils n'ont jamais été influents dans l'opinion publique au sens large aux États-Unis, qui est plus proche de ces figures comme Tucker Carlson, etc., qui sont, il faut le préciser, quand même d'extrême droite. Et il y a souvent chez eux, notamment chez Candace Owens, pas seulement du conspirationnisme, parfois une pointe d'antisémitisme. Donc, je n'aime pas trop quand, dans le monde arabe, des sympathisants de la question palestinienne s'emparent de ces figures pour en faire des figures de proue. Il faut garder une certaine distance, même si aujourd'hui ils critiquent Trump et que parfois leurs critiques sont légitimes. Ce ne sont pas forcément des alliés qu'il est bon d'avoir. Pas plus que Netanyahou a fait la même erreur quand il s'est allié avec certains antisémites du mouvement évangélique. Donc l'opinion publique américaine demeure très largement focalisée sur les enjeux de politique intérieure, ce qu'on appelle les bread and butter issues, c'est-à-dire l'économique et le social. L'inflation. Ils ne souhaitent pas être pris dans des guerres infernales, des guerres sans fin aux États-Unis. Et c'est l'argument qu'avait utilisé Trump pendant sa campagne. C'est pour cela qu'il se trouve aujourd'hui empêtré dans une contradiction. Il a déclenché cette guerre. Le même pitch avait été essayé par Netanyahou avec Obama, avec Joe Biden. C'est la 10e fois qu'il tentait d'embarquer les États-Unis. Trump est tombé dans ce piège, a accepté. Aujourd'hui, il doit s'en dépêtrer. La guerre sans fin, Joséphine Staron. Alors, votre réaction, vous qui justement êtes philosophe politique, un cessez-le-feu, donc c'est quand vous tirez de manière plus modérée. Voilà ce qu'a dit Donald Trump. Donc, c'est la nouvelle définition du cessez-le-feu. Je pense qu'il ne faut pas retenir cette définition. Absolument pas. En revanche, c'est certain qu'aujourd'hui, on a des conflits et partout dans le monde, qu'on pourrait appeler des conflits sans fin pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que le brouillage entre guerre et paix, aujourd'hui, il est assez général. Vous pouvez avoir des guerres de très haute intensité et puis vous pouvez avoir des guerres hybrides. Guerre hybride, c'est quoi? La guerre informationnelle, c'est des attaques cyber, c'est des sabotages. Est-ce que c'est une vraie guerre? Eh bien, selon la définition classique, non. Mais aujourd'hui, il faut quand même l'intégrer dans notre rapport à la guerre, à la paix. Est-ce qu'on est finalement en capacité de dire qu'il y a aujourd'hui des zones qui sont totalement en paix? Je pense que non. Et une des raisons... Y compris l'Europe, à cause de la guerre informationnelle menée par la Russie. On est sous le feu d'attaques en continu quotidienne de différents adversaires. Alors je pense que là aussi, la qualification d'ennemi ou d'adversaire, il faut bien nuancer ou bien jauger. Mais c'est lié à une autre guerre, peut-être plus sous-jacente, qui est cette guerre des dépendances, dans laquelle tous les pays du monde sont. On le voit avec le détroit d'Ormuz, aujourd'hui, qui cristallise les tensions et qui est un point
point de pression majeur dans les mains de l'Iran aujourd'hui. Donc cette guerre des dépendances, c'est aussi ça qui fait que Donald Trump aujourd'hui est dans une situation très compliquée. Parce que s'il a fait la guerre, c'était pour revendiquer une victoire rapide, immédiate et un gain économique aussi pour les États-Unis. Or, c'est tout l'inverse qui se réalise puisqu'il se rend compte qu'il a donné, finalement, il a offert sur un plateau le chantage des flux, c'est-à-dire le chantage sur le détroit d'Ormuz à l'Iran. On va revenir sur ces guerres sans fin, Patrice Paoli. Mais avant, je vais vous poser une question sur la France. La France qui soutient, elle le dit à l'instant, le cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Et elle se tient à disposition, dit Emmanuel Macron. La France est écartée des négociations. Quel serait le rôle possible de la France aujourd'hui au Liban ? Alors, la France a certainement tenu ces derniers temps les propos les plus, je dirais, normaux, convenables. C'est l'expression de la solidarité avec le Liban, avec le peuple libanais, le soutien à un gouvernement qui est sans doute l'un des meilleurs que l'on ait eu depuis longtemps au Liban, avec un Premier ministre engagé, avec un président courageux qui a proposé, comme l'a dit tout à l'heure Karim Bitar, des négociations directes avec Israël, ce qui ne l'est pas de soi. Donc la France, je crois, a tenu le bon langage, mais au-delà du langage, elle est à l'écart du fait de la volonté de l'exclure d'Israël. Elle n'est pas entendue et elle ne peut pas peser. Alors je pense que la France est mal équipée sans doute ou mal préparée à agir dans un rapport de force brutal. Quand vous avez face à vous des interlocuteurs qui ne veulent négocier que pour la forme, mais je ne pense pas que les négociations entre Israël et le Liban aboutiront rapidement à des résultats positifs. Enfin, espérons tout de même qu'il en sortira quelque chose de bon. Je pense qu'aujourd'hui, la marge de manœuvre de la France est limitée par le fait que dans un conflit de forte intensité, elle ne peut pas faire valoir ses atouts. Et d'autre part, je crois qu'un élément qui est indissociable, c'est l'attitude de l'Europe. L'Europe est aujourd'hui désunie et elle n'est pas non plus apte à jouer un rôle dans un rapport de force brutal. Je pense qu'elle a sans doute un peu perdu sa boussole face à l'administration américaine, où elle a cherché à amadouer le président américain, notamment dans les négociations sur les droits de douane, qui ont été quand même assez critiquables, assez lamentables à certains égards. Et donc on a aujourd'hui, je veux dire, une incapacité à prendre en compte ce rapport de force. Et d'autre part, une difficulté à se faire entendre, notamment vis-à-vis d'Israël pour les infractions au droit international humanitaire ou au droit international tout court. Donc aujourd'hui, sa voix ne porte pas comme elle le devrait, à titre national et à titre collectif avec l'Union européenne, qui est incapable aujourd'hui d'exprimer une position claire et de peser dans le rapport de force par les moyens qui seraient les siens, qui seraient donc des sanctions, à tout le moins, au-delà d'un discours qui est vide de sens dans la mesure où il ne se traduit par aucune traduction concrète sur le terrain. Face à la colonisation en Cisjordanie, face aux infractions au droit humanitaire international dans la crise de Gaza et un peu partout dans la région. Voilà. Okay. Donc faiblesse vis-à-vis de Trump et faiblesse vis-à-vis d'Israël aussi. Karim Bitar, vous êtes d'accord ? Alors là, l'Union européenne, elle a toujours la main au portefeuille. 100 millions d'euros, a priori, vont être déboursés pour aider l'armée libanaise justement à investir ces fameuses zones dont on parlait il y a quelques instants. La France, elle est évincée des négociations. Elle peut jouer un rôle tout de même à un moment donné. Et là, quand Emmanuel Macron dit qu'il se tient à disposition... C'est appréciable. Le Liban n'a pas énormément de puissance amie qui continue de tendre la main. Mais c'est vrai que cette problématique sur l'Union européenne est présente depuis une vingtaine d'années. On nous dit ce que l'Amérique détruit, l'Europe finance sa reconstruction. C'est quand même un paradoxe. Les États-Unis et l'Europe sont censés être des alliés. Les États-Unis financent Israël. Des institutions palestiniennes sont détruites. Et c'est souvent l'Union européenne qui doit mettre la main au portefeuille pour reconstruire.
Aujourd'hui, la France est l'un des rares États avec le Vatican qui sont attachés véritablement à la souveraineté, à l'intégrité territoriale, à l'unité du Liban. Historiquement, ce sont ces deux États qui ont fait des efforts pour la garantir. Donc ces liens historiques restent tout de même... Le problème, c'est que les États-Unis, aujourd'hui, ont cédé aux pressions israéliennes pour écarter la France de ce processus de négociation. L'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, qui est un ancien du parti Kach de Meir Kahana, tout ce qu'il y a de plus extrême, même s'il a ensuite rejoint le Likoud, a carrément dit quelque chose du genre partout où la France met son nez, les choses tournent au désastre. Donc, ils n'ont pas voulu que la France soit associée à ce processus. Donc, les Libanais entrent dans des négociations sans avoir la moindre carte en main et sans avoir des alliés. Les États-Unis ne sont pas un intermédiaire neutre, ne sont pas un honest broker. Ils ont tendance à donner systématiquement une carte blanche à Israël, un soutien aveugle et inconditionnel. C'est pour cela qu'on en est là aujourd'hui. Alors, de temps en temps, Trump lève le ton, mais il est velléitaire parce que 24 heures après, Netanyahou poursuit ses bombardements, alors même que Trump lui aurait supposément intimé l'ordre une fois en lettres capitales sur Twitter « I prohibit you from bombing Lebanon, enough is enough, trop c'est trop ». Le lendemain matin, Netanyahou poursuivait ses attaques. Donc, à un moment donné, il faudra que les États-Unis se servent véritablement de ces leviers dont ils disposent, et ils disposent d'énormément de leviers. Ils sont les seuls à pouvoir brider Israël. Donc du coup, vous pensez guerre perpétuelle, guerre à faible intensité. On se dirige vers cela avec ces négociations à la fois entre Israël et le Liban et de l'autre côté entre les Américains et les Iraniens. C'est ce qui est à craindre. Comme l'ambassadeur Paoli l'a très bien dit, les dossiers sont inextricablement liés. Aussi bien l'Iran que le Liban que la Palestine. Ce ne sont pas des dossiers que l'on peut négocier séparément, même si les Libanais aimeraient bien pouvoir insulariser leur pays, négocier une forme de neutralité. Ce n'est pas très réaliste, hélas, dans le contexte actuel. Et vous dites hélas parce que c'est le lien entre le Hezbollah et l'Iran. Exactement. En fait, Et quand bien même les Américains parviendraient à négocier un deal avec l'Iran, je crains que pour le Liban, il ne soit trop tard. Il y a déjà un risque de dislocation. Il y a 1 300 000 réfugiés. Je ne les vois pas revenir chez eux dans les mois qui viennent. Donc là, vous êtes très pessimiste, là. Je ne vois pas de raison d'être optimiste. Je suis triste de dire cela, mais ce serait vendre des chimères que de vous dire que les choses vont rentrer dans l'ordre. Certains au Liban sont persuadés que Trump et Netanyahou, en 2-3 semaines, vont nous débarrasser du Hezbollah et que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Hélas, certains pensent cela. Certains pensent cela et ils ne sont pas une minorité négligeable. J'ai des amis qui étaient humanistes, sociodémocrates, etc. et qui ont tellement été dégoûtés par la politique du Hezbollah qui a fait preuve, il est vrai, d'un unilatéralisme assez scandaleux et d'un hubris tout à fait d'une démesure totale depuis une vingtaine d'années, qu'ils en viennent à espérer que la force brute puisse éradiquer le Hezbollah. Mais c'est irréaliste. Les études académiques montrent que vous ne pouvez pas éradiquer complètement un groupe lorsqu'il a un soutien populaire. Et en l'occurrence, on parle de plusieurs centaines de milliers de Libanais. 60 à 70% de la communauté chiite continue de soutenir le Hezbollah. Et encore plus lorsqu'ils voient leur village détruit, leurs champs d'oliviers complètement rasés, etc. Richard Verali, est-ce qu'on peut dire maintenant que c'était une erreur pour Donald Trump de déclencher cette guerre ? Évidemment que c'était une erreur au regard de la situation dans laquelle on est. Alors, il faut toujours garder quand même une humilité. On verra où tout ça finit. Mais ce qui est certain, c'est qu'en ce moment, regardez, il est dans le piège du calendrier, Donald Trump. Pourquoi piège du calendrier ? Il a un sommet du G7 dans 10 jours, à Évian, en France. Ensuite, il a les cérémonies du 4 juillet, 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance, un sommet de l'OTAN. Il y a la Coupe du Monde. La Coupe du Monde de football. Son anniversaire. Voilà, son anniversaire avec ce combat de MMA. Donc, évidemment qu'il est pris dans le piège du détroit d'Ormuz. Après, quand même, et c'est là où ce que vous disiez tout à l'heure, Stéphanie, à propos de cette résolution votée par le Congrès, c'est là aussi où ce qui se passe dans les primaires est intéressant. Jusqu'à maintenant, il avait un argument, Donald Trump, quand même, un argument terrible, mais qui tenait, c'était de dire « je mène la guerre 0 mort ». 0 mort pour les États-Unis. Pas pour l'Iran, pas pour le Liban. C'est une guerre quasi 0 mort. 13 morts américains depuis le déclenchement de cette énorme opération logistique. Et au fond, ça lui permettait d'agréger sa base patriotique sur le thème « on ne va pas se rebeller contre le président au moment où le pays est en guerre ». Sauf que cette guerre 0 mort, elle ne mène nulle part. Il n'y a pas d'issue.
Par contre, et là c'est le cynisme absolu de Donald Trump, n'oublions jamais dans nos analyses que Donald Trump c'est un homme d'affaires, que ce qui l'intéresse c'est que ça rapporte pour les États-Unis et aussi pour lui et pour ses proches. Or la guerre, on le sait, ça fait marcher les usines d'armement, ça fait marcher le complexe militaro-industriel, des usines qui sont souvent dans des États républicains, et cet aspect des choses, Donald Trump, il l'a malheureusement aussi en tête. Joséphine Staron, ce qui est intéressant, c'est que finalement, personne ne la gagne véritablement, cette guerre. Donc d'un côté, on a un empire, enfin une puissance, la première puissance mondiale. De l'autre, on a l'Iran qui finalement, en bloquant le détroit d'Ormuz et en utilisant des drones, ne permet pas aux États-Unis surpuissants de gagner cette guerre. Et donc on se retrouve dans un scénario, vous parliez de guerre hybride. Là, en Ukraine, on voit que là aussi, l'empire russe, en tout cas la puissance russe, ne parvient pas à gagner la guerre contre les Ukrainiens, qui eux aussi utilisent des drones et qui vont même jusqu'à Saint-Pétersbourg il y a 2 jours. Donc ces guerres hybrides, finalement, elles font de ces guerres des guerres perpétuelles. Et surtout, elles inversent le rapport de force. On est dans une impasse pour une simple et bonne raison, c'est que lorsque vous êtes une puissance nucléaire, comme le sont les États-Unis et la Russie, qui s'engagent dans un conflit avec une puissance non nucléaire ou non encore nucléaire comme l'Iran, vous avez 2 options. Soit la guerre conventionnelle, mais dans ces cas-là, il faut y mettre, j'ai envie de dire, le paquet, excusez-moi l'expression, ce que ne font pas les États-Unis, et ce qu'auraient voulu faire les Russes, mais en n'appréciant pas suffisamment bien finalement leur propre faiblesse et leur propre vulnérabilité, soit vous utilisez cette arme décisive qu'est l'arme atomique pour finalement que tout s'arrête, gagner. Sauf que prendrait... Non mais, qui prendrait ce risque? Le nucléaire finalement n'est pas un outil à la disposition de ces puissances, comme on l'a cru dans les années 80 au moment de la guerre froide. Au contraire, c'est presque finalement une forme de faiblesse parce que ces puissances ont tellement misé sur cette force de dissuasion et en même temps se sont organisées autour pour imposer leur toute-puissance qu'elles en ont oublié d'investir massivement dans le conventionnel. Et donc lorsque les États-Unis s'engagent en Iran à moitié, comme vous l'avez dit, 0 mort, c'est-à-dire pas de soldats, simplement un gros complexe logistique et des missiles qui coûtent très cher, même si la guerre peut rapporter. Pour l'instant, ça leur coûte beaucoup plus que ça ne leur rapporte. Eh bien, ils ne se donnent pas les moyens d'atteindre leur but de guerre, si tant est que les buts de guerre aient été clairement C'est ça, est-ce qu'il y avait des buts de guerre identifiés? Oui, on sent bien que le but de guerre, c'était de faire tomber le régime, de mettre ou qu'un régime ensuite arrive qui soit beaucoup plus favorable à Washington ami, entre guillemets. Et à Tel Aviv. Pour Donald Trump, ça paraissait évident, ne connaissant pas bien l'Iran, que l'Iran allait, le régime politique allait s'effondrer assez rapidement après quelques jours de bombardement. À partir du moment où ça n'est pas le cas, s'il veut gagner véritablement cette guerre, eh bien, il faudrait y mettre tous les moyens. Or, aucune grande puissance aujourd'hui ne peut se lancer dans une guerre avec tous les moyens parce que les opinions publiques n'y sont pas favorables. L'opinion publique américaine, les opinions publiques occidentales et même dans le monde entier finalement, aucune opinion publique ne va être favorable à une guerre qui n'est pas une guerre défensive de son propre territoire. Donc là, vous vous heurtez finalement à un grand défi du monde contemporain, c'est comment justifier les coûts massifs d'une guerre qui n'est pas une guerre purement défensive. Patrice Paoli, vous vouliez réagir, Richard? Non, juste ce que je voulais redire, c'est à propos de la guerre, Joséphine a raison, mais n'oublions pas que ça coûte cher aux États-Unis, au budget national, mais ça rapporte à des entreprises privées. Donc, complexe industriel. Une bombe, elle coûte cher, mais l'argent du budget va dans des caisses privées. Voilà. Patrice Paoli, vous êtes d'accord? Finalement, est-ce que l'adversaire n'est pas sous-estimé aussi par les puissances? On voit que l'Amérique a sous-estimé son adversaire iranien. On voit que la Russie a sous-estimé son adversaire ukrainien. Oui, enfin, je pense que surtout, c'était, comme cela a été dit précédemment, une erreur d'appréciation. On ne résout pas les problèmes, notamment en Iran, par une offensive militaire menée de la façon dont elle est menée de surcroît, pas plus qu'on ne réglera le problème du Hezbollah ou du Hamas par des seuls moyens militaires. À un moment ou à un autre,
il faut faire des compromis. Or, on est dans un univers dans lequel le rapport de force prévaut. On a connu une phase dans laquelle les rapports de force qui ont toujours existé étaient corrigés par un système multilatéral, par le droit international, par les progrès du droit international, la CPI, tout ce que nous avons essayé de faire, et par la diplomatie dans plusieurs de ses modalités, les alliances et la négociation. Aujourd'hui, la négociation est un des grands absents, ou une des grandes absentes du débat. Trump n'est pas apte à la négociation, il n'a pas la patience nécessaire et il n'a pas non plus des buts suffisamment précis à atteindre avec une méthode pour entrer dans une négociation qui, notamment avec l'Iran, serait forcément de longue durée. Donc on a un peu les garde-fous aujourd'hui qui permettaient d'avoir un terrain d'entente ou de rechercher des terrains d'entente. Aujourd'hui, on est dans une fuite en avant israélienne, une politique sans boussole de la part des Américains, qui, même s'il y a peut-être des désaccords entre Trump et Netanyahou, ces différences ne se traduisent pas de manière concrète par une pression suffisante pour retenir Israël dans ses initiatives. Donc aujourd'hui, d'une manière générale, je veux dire, on est dans un univers dans lequel les garde-fous ayant disparu, on se trouve dans une fuite en avant, avec le rapport de force comme seul moyen de progrès, de régler les problèmes, en sachant très bien que de surcroît, ils ne permettront pas de régler ces problèmes. Donc on est face à une destruction aujourd'hui du sud Liban qui est catastrophique, qui, comme l'a dit Karim Bittar, produira des effets qui seront peut-être au moins en partie irréversibles, mais c'est des politiques qui sont inacceptables et auxquelles nous devrions mettre un frein, retrouver par un effort collectif avec nos partenaires européens, retrouver les moyens de parler, de dire aussi ce que nous pensons à M. Trump au lieu de toujours attendre de lui que ses colères passent et essayer de l'amadouer. Donc c'est un peu le règne des prédateurs. Si on écoute effectivement Patrice Paoli, fin du droit international, fin des négociateurs dont c'était le métier, parce qu'effectivement dans l'équipe Trump, ce ne sont pas vraiment des vrais diplomates. C'est tout à fait ça. Et en même temps des prédateurs qui ne parviennent pas à gagner leur guerre. C'est ça le paradoxe. C'est l'impuissance de la puissance, c'est le retour à l'échelle internationale de ce que les Allemands appellent la Machtpolitik, la politique de la force brute, tant et si bien qu'on devient nostalgique de la bonne vieille réalpolitik qui au moins respectait les rapports de force, savait que le vainqueur d'aujourd'hui sera peut-être défait demain. Trump est dans une obsession de diviser le monde en winner et loser. Il ne comprend pas que la roue tourne et que nous sommes tous dans une interdépendance tellement marquée que nous pouvons tous sortir perdants. À ce jour, personne ne peut prétendre avoir gagné cette guerre. Les Iraniens peuvent fanfaronner qu'ils ont résisté face à un déluge de fer et de feu, mais ils sont très affaiblis et l'Amérique a perdu une grande partie de ce qui restait de son crédit moral. C'est pour cela que l'absence aujourd'hui de l'Union européenne, c'est quelque chose qui fait mal parce qu'il y a un besoin d'Europe à travers le monde, de ces idéaux européens. Malheureusement, certains pays européens préfèrent, tantôt pour des raisons mercantiles, tantôt pour des blessures historiques, passer outre. Mais à travers le monde, il ne faut pas sous-estimer cette fascination qu'il y a eu pour ce qu'on appelait le rêve européen, qui est à la fois efficacité économique, justice sociale, libéralisme politique et une attention portée aux normes internationales, au droit international issu des procès de Nuremberg. Et il perdure tout de même ce rêve européen. Il faut le ressusciter. Il faut le ressusciter, oui. Joséphine Staron, oui. Est-ce que l'Europe, qui effectivement a toujours symbolisé le droit international, mais qu'on voit justement quasi absente finalement à la fois des négociations, est-ce qu'elle peut retrouver une voie ? Le problème de l'Europe, c'est que elle a laissé effectivement la puissance, même le concept même de puissance de côté. Elle s'est construite sur la puissance de la norme, sur la puissance commerciale, mais sans jamais les adosser à la puissance militaire, sécuritaire, qui lui donnerait le crédit nécessaire aujourd'hui et l'indépendance nécessaire aujourd'hui pour pouvoir peser face à Donald Trump, face à Xi Jinping, face à Vladimir Poutine, etc. Et même si on utilise le concept aujourd'hui, on est très loin de la réalité d'une puissance européenne. Vous mentionniez l'accord commercial humiliant qu'on a passé avec Donald Trump. Quel est l'argument des États qui le défendent ? Il est de dire, si nous froissons les États-Unis aujourd'hui, qui soutiendra l'Ukraine ? Nous ne sommes pas en mesure. Et c'est un aveu de faiblesse majeure, d'impuissance majeure de la part des Européens, mais qui est réel. Si demain les États-Unis abandonnent réellement l'Ukraine, les Européens ne peuvent pas suppléer
à la puissance américaine, pas en un instant, pas en un an, pas en 2 ans. Et donc on a besoin finalement, parce qu'on s'est nous-mêmes mis dans cette situation de dépendance, nous avons besoin de gagner du temps pour reconstruire une autonomie stratégique, comme on dit, mais c'est-à-dire une capacité industrielle, militaire suffisante pour pouvoir aider l'Ukraine et pour pouvoir protéger nos frontières extérieures, notamment face à la Russie, mais demain peut-être contre d'autres ennemis. Donc le facteur temps, vous parliez du calendrier, il joue en défaveur de Donald Trump, il joue aussi en défaveur des Européens aujourd'hui. Et c'est ça qui est extrêmement critique, c'est qu'on ne peut pas jouer dans cette géopolitique de l'accélération permanente. Les Européens sont perdants. Richard Verly, il y aura une redéfinition des alliances probablement à l'issue de ce conflit au Moyen-Orient. Alors il va y avoir un test quand même pour les Européens, et je parle sous le contrôle de Karim Emile, c'est la fin du mandat de la FINUL. Parce que moi, j'ai quand même entendu dire par des interlocuteurs... À la fin de l'année, À la fin de l'année. Oui. J'ai quand même entendu dire par des interlocuteurs libanais qu'ils espéraient que Paris travaille à la proposition d'une force européenne. Alors, je ne sais pas si c'est concret, si ça va voir le jour, mais il semble bel et bien que la France commence à faire des plans en vue du déploiement d'une force européenne au Liban. Si ça devait se matérialiser, ce serait quand même significatif. Absolument. Emmanuel Macron a dit que la France était prête, mais pour qu'Israël accepte, il faudra probablement que M. Le Drian convainque les Émirats arabes unis, qui est le pays du Golfe qui est le plus proche d'Israël, d'y participer. Il faudra voir quelle sera la position de la Turquie. En tout cas, il faudra imaginer un mécanisme tout à fait nouveau. La FINUL, ce qui est ironique, c'est c'est la force intérimaire et elle est présente depuis 1978. Il y a un casque bleu qui a été tué d'ailleurs. Un casque bleu qui a été tué, ça en dit long sur les impasses libanaises. Il n'y a que le provisoire qui dure. La Constitution de 1926 nous disait le confessionnalisme, c'est provisoire pour pouvoir passer vers une citoyenneté démocratique. C'était 1926, nous sommes en 2026. Mais ça pourrait être une solution, une force extérieure. En tout cas, ce serait, si l'Union européenne y arrive, avec les éléments que vous indiquez, à savoir une présence des Émirats arabes unis et d'autres pays, ce sera quand même significatif. Ce serait même le seul moyen de parvenir à désarmer véritablement le Hezbollah sans aller vers une guerre civile. Voilà. Et le deuxième élément à propos de l'Ukraine, quand même reconnaissant que le point nouveau qu'on apprend depuis quelques mois, qu'on découvre chaque jour, c'est que l'Ukraine, grâce à sa production propre d'armement et notamment sa production de drones, est elle en train de rebattre les cartes. C'est pas les Européens qui les rebattent, c'est l'Ukraine qui rebat les cartes. L'Ukraine prouve maintenant qu'avec ses moyens, elle peut acquérir une forme, non pas d'indépendance, mais une forme d'autonomie stratégique militaire par rapport aux États-Unis, mais aussi par rapport à l'Union européenne. Je rappelle que l'Union européenne a donné un prêt de 90 milliards d'euros. Et donc, on se retrouve dans une situation où peut-être les États-Unis ont moins de levier sur l'Ukraine qu'ils n'en avaient avant. Ça donne aux Européens la possibilité d'agir parce que précisément, ils ne sont pas tenus par ce dossier ukrainien. Mais encore faut-il qu'ils la saisissent. Et quand même, en parlant du Liban, si les Européens y vont, il y aura un problème, c'est qu'il y aura peut-être des morts. Et ça, il faudra l'expliquer aux opinions publiques. Merci beaucoup. Merci à vous, Patrice Paoli, d'avoir participé à cette émission. Richard Verly, Karim Emile Bittard, Joséphine Staron, merci d'avoir participé. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces guerres sans fin. Restez avec nous.